D'abord, merci de cette invitation et d'avoir marié ma présence avec la Varsovie, ma ville natale, 1 million d'habitants, 470 000 juifs. C'est difficile de s'imaginer, chaque deuxième habitant était juif et qui parlait une autre langue que le polonais, le yiddish, avec 7 quotidiens vendus à la criée, gauche, droite, sionistes, antisionistes, bundistes. C'était un monde, et ce monde n'existe plus. Il y aura d'autres mondes juifs, c'est-à-dire les juifs ont parsemé l'histoire des différentes civilisations. Les premiers Talmuds n'étaient pas écrits à Jérusalem, mais à Babylonie. Les Juifs utilisaient d'autres langues que l'hébreu, l'araméen par exemple, les Grecs. Les grands philosophes juifs, Philon d'Alexandrie écrivait en grec. Un des plus beaux livres sur la révolte, pas des ghettos de Varsovie, mais de Jérusalem contre l'Empire romain, était écrit par Josephus Flavius en grec, la guerre des Juifs. Donc nous avons utilisé beaucoup de langues, mais nous sommes un peuple très particulier. Très particulier, ce n'est pas la langue elle-même qui nous cimente, ce n'est pas appartenir à une race, puisque la race n'existe pas. On dit que nous sommes sémites, les Arabes sont plus sémites que nous. Et nous sommes liés par, dit la Bible, par un pacte. Nous ne sommes pas obligés de le respecter. J'avais un ami, s'il n'était pas mort, il serait aujourd'hui pape, Jean-Marie Lustiger. Nous parlions yiddish tous les deux. Il est devenu cardinal de Paris. Lui, il s'imaginait qu'on pouvait revenir en arrière et remarier ces deux courants du judaïsme, parce que pour lui, le christianisme, c'était un courant du judaïsme. Puisque Jésus, dans quelle langue parlait-il? En hébreu. En grec un peu. Un jour, j'ai demandé à Ben Gurion qui, d'après lui, était le personnage le plus lumineux de l'histoire juive. Il m'a dit Jésus, bien sûr. Quand Jésus va devant les Sadducéens des temples, pas les pharisiens, là, les évangiles se trompent de l'histoire. Parce que lui-même, il était pharisien, c'est les Sadducéens qui étaient des collaborateurs, des collabos, on aurait dit aujourd'hui, qui gardaient les temples et collaboraient avec l'occupant romain. Quand il va devant eux, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il veut que tous les Juifs deviennent des bons Juifs. Et c'est quoi que d'être un bon Juif? Bonne question. Je me dis moi-même, bonne question, parce que les bonnes questions sont celles auxquelles on n'a pas de réponse. Peut-être qu'on accepte les 10 commandements, ça suffit. 10 commandements. Nous avons fait une révolution. Il faut comprendre dans quel monde Moïse grave les 10 commandements. Le monde des Bédouins, où il n'y a pas vraiment de nation, il y a une sémi-nation qui est l'Égypte, de l'autre côté, l'Empire sumérien, il y a des multiples dieux, la femme n'a aucun droit, bien sûr, il y a l'esclavage est une chose naturelle, les étrangers restent des étrangers, ils ne sont pas admis dans la collectivité. Et voilà, il y a un homme qui nous dit, vous prenez seulement les commandements des Shabbats. Et c'est 2 fois qu'il a écrit, comme vous savez, les 10 commandements.
la première fois, il grave, il descend, vous connaissez tous l'histoire, vous avez tous vu les films, les 10 commandements de Cécile B. DeMille. Il descend, il voit les Juifs en train de danser autour d'un veau d'or, il s'énerve, il casse tout. Bon, Dieu lui dit, ne t'énerve pas, remonte et tu vas regraver. Et on a l'impression qu'il a gravé 2 fois la même chose, c'est pas vrai. Tout est la même chose, sauf la raison pour laquelle il ne faut pas travailler le 7e jour. La première fois, c'est parce que Dieu a travaillé pendant 6 jours pour créer le monde, et le 7e jour, il s'est reposé. C'est la première version, celle de Dieu. Et la deuxième version, c'est la nôtre, celle des hommes, parce que vous étiez des esclaves en Égypte. Tout change. La vraie révolution, c'est ça. Tu ne travailleras pas, ni toi. C'est la première fois qu'on pense qu'en France, on a introduit dimanche comme jour chômé, quand? Par le général de Gaulle après la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, les chrétiens ne travaillaient pas dimanche, mais ils n'étaient pas payés pour la journée sans travail. Le général de Gaulle introduit une journée chômée, ça s'appelle chômée. Il y a 3500 ans, Moïse l'a introduit déjà dans les principes. Vous voyez, ce n'est pas la peine d'insister. Dans les principes même du judaïsme, dans le principe du monde. Vous ne travaillerez pas ni vous, ni vos femmes, ni vos proches, ni vos esclaves, ni les étrangers qui sont parmi vous. Extraordinaire. On n'est pas obligé de penser, comme je l'ai fait, que c'est la première fois qu'on introduit ces notions-là dans la conscience d'humanité. Et il a fait encore plus. Il nous a expliqué ce que c'est la liberté. Pour les Juifs qu'il a sortis d'Égypte, qui l'ont suivi, ils étaient nombreux. Moi, j'ai fait les comptes. D'après la Bible, ils sont 800 et quelques mille. Mais si on ajoute le peuple de Jéthro, de sa femme noire, Tzipora, quand elle était noire, sa femme. Beaucoup de Juifs ne le savent pas. Si on ajoute à ça des enfants, des vieillards, on ajoute à cela aussi de non-juifs qui ont profité des départs des juifs pour se libérer de l'esclavage. Ils sont 3 millions au moins dans le désert, 3 millions. Et qu'est-ce qu'ils font? La première chose, au lieu de se réjouir d'être libres, ils se révoltent contre leur libérateur. Il dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as fait venir ici pour mourir de soif, de faim. Au moins là-bas, on était esclaves, mais on nous nourrissait, on nous donnait à manger. Et là, il comprend que la liberté, ça s'apprend. C'est une valeur que ça s'apprend. Ce n'est pas le contraire de non-liberté. La plupart des gens s'imaginent comme ça. Les rideaux de fer est tombé, le mur de Berlin est tombé, on pensait, ça y est, tout le monde est libre. Pas du tout. C'est un apprentissage. Je suis arrivé en France, j'avais 14 ans. Jusqu'à là, je n'ai connu que des systèmes totalitaires. Et j'ai mis des années à comprendre comment fonctionnait une société libre. Je n'arrivais pas à apprendre le français. C'est par hasard que je suis devenu un mime, parce que pour faire de la pantomime, faire l'idiot, on n'a pas besoin de connaître la langue. Et c'est Marcel Marceau qui m'a appris les premiers mots du français. Parce qu'il fallait qu'il me dirige sur la scène. Il dit, on peut plus à gauche, on peut plus à droite. Non, tu t'avances trop. C'est un long apprentissage de la liberté. Et c'est comme ça qu'il décide, il pense, Moïse, un génie, que ceux qui
ont connu que l'esclavage, ils ne comprendront jamais ce que c'est la liberté. Il faut qu'ils meurent. Il faut qu'on s'adresse à une autre génération, à celle qui va naître dans le désert. D'où les voyages qu'il aurait pu faire en 1 an, ben, il les fait en 40 ans. Pour faire mourir tous ceux qui se souviennent de l'esclavage, qui rêvent encore de ces marmites de viande qu'on leur donnait à la fin d'une journée du travail chez les Égyptiens. Pour moi, le judaïsme, c'est ça, c'est la liberté et puis la justice. Vous savez que le mot justice n'existait pas avant Abraham. Vous pouvez parcourir toutes les langues de l'Antiquité, le mot justice n'existe pas. C'est Abraham, vous connaissez tous cette scène extraordinaire, puisqu'il signe un pacte avec Dieu, et Dieu respecte son associé, puisqu'ils ont signé un contrat. Donc, il va voir Abraham, il lui annonce qu'il va détruire 2 villes parce qu'elles sont habitées par des méchants. Et là, pour la première fois qu'Abraham s'adresse à Dieu, il dit « C'est pas possible, Seigneur. Tu ne vas pas, toi, qui m'as appris ce que c'est la justice, tu ne vas pas tuer les méchants et les justes en même temps. » Et il y a ce dialogue extraordinaire, cette marchandage entre l'homme et son Créateur. Dieu dit, d'accord, tu as raison, c'est bien que tu m'as rappelé à l'ordre, j'ai oublié. Alors, combien de justes tu penses, tu peux me garantir dans Sodome et Gomorrhe? Abraham, il dit 50, peut-être. Et puis il s'est dit, peut-être il s'est avancé trop, peut-être 40, Dieu dit, d'accord pour 40. Et s'il n'y avait que 30, d'accord pour 30. Et s'il n'y avait que 20, d'accord pour 20. Et s'il n'y avait que 10, et là il s'arrête. D'où les minyanes, on a besoin 10 hommes pour dire la prière. Rien que pour cela, pour avoir introduit dans le monde les rêves de la justice et les rêves de la liberté, c'est bon d'être juif. On n'est pas obligé. Je me souviens, la première fois où je me suis énervé, j'avais 17 ans, énervé contre un homme. Je m'énervais comme tout le monde. Contre ma maman, mon papa, parce qu'ils n'étaient pas comme j'aurais aimé qu'ils soient. On aimerait toujours que votre maman soit exemplaire. Or, c'est une femme comme toutes les femmes, elle n'est pas toujours exemplaire. C'est que quand j'ai appris le français, les premiers livres que j'ai lus, c'était les réflexions sur la question juive de Jean-Paul Sartre. Quand je l'ai lu, je me suis vraiment énervé. Parce que Sartre, à l'époque, c'était des années 50-60, c'était le philosophe mondialement connu. Il s'est penché sur mon cas à moi, juif, donc j'étais très fier. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il disait que je suis juif dans les regards de l'autre. Ça veut dire qu'à la limite, si l'antisémite disparaissait, moi, je disparaissais en même temps. Je suis là grâce à celui qui ne m'aime pas. Alors, j'ai trouvé son adresse, j'ai frappé à sa porte, je raconte dans mon livre. Il y a un homme petit, il zézouillait un peu, et il m'a ouvert la porte, il était surpris de voir un jeune homme, j'avais 17 ans. Il dit, qui êtes-vous? Je me donne mon nom, je ne lui disais rien. D'où vous venez? J'ai dit de Varsovie. À l'époque, quand on disait qu'on venait de Varsovie, tout le monde comprenait de quoi il s'agissait. Tout le monde.
Aujourd'hui, il y a quelques jours, j'étais à Bordeaux, il y a 2 jeunes filles qui s'approchent parce qu'ils voulaient que je leur dédicace le livre, me disent « Vous êtes né à Varsovie ?» J'ai dit « Oui. »« Ah oui, on a visité Varsovie, c'est une belle ville, et puis on est allé après visiter Prague, c'est aussi une belle ville. » C'est fini. Mon histoire, notre histoire est finie. C'est devenu une mémoire que nous, on entretient. C'est devenu l'histoire. L'histoire, c'est dans les livres, on lit pas l'histoire, on apprend dans les écoles, on ne les apprend pas. Donc, à l'époque, quand j'ai dit que j'étais de Varsovie, tout de suite, Sartre m'a fait entrer, bien sûr. Il ne pouvait pas me foutre à la porte. Hein, c'est comme si je venais, et derrière moi, 6 millions de Juifs. Ce n'était pas possible. Je dis, pourquoi vous venez? Parce que vous m'avez énervé. Comment ça? On ne s'est jamais vu. Je dis, oui, mais j'ai lu votre livre. Et je lui ai expliqué pourquoi. Moi, je ne veux pas dépendre d'un Hitler qui fera de moi le juif. Je suis juif parce que je veux être juif, parce que ça me plaît. Pourquoi? Je lui explique. Dit-il, et là, il a eu cette expression, je la raconte dans mon livre. Moi, je suis qu'un goy, et j'ai regardé les problèmes juifs du côté des goy. Maintenant, si un jour, vous voulez écrire et montrer les juifs positifs, pas négatifs, alors j'espère d'être là pour vous lire. Bon, quand j'ai écrit la mémoire d'Abraham, Sartre était déjà mort. Donc, je suis né à Varsovie et je n'étais pas dans les camps de concentration, mon cher. J'étais peu de temps dans les ghettos. Curieusement, ce ne sont pas les morts qui m'ont marqué, parce que déjà, Hitler a bombardé Varsovie depuis le Kippour 39. Ça, je me souviens, il y a toutes les synagogues brûlées parce que Hitler voulait allumer une bougie, des bougies qui, là, ne marchent pas, mais ces bougies, à lui, marchaient. Hein, et il voulait allumer une bougie pour les Juifs de Varsovie. Donc, c'est vrai que devant ma maison, rue Smocha, qu'on trouve dans le roman de Bashevis Singer, un grand écrivain yiddish qui traduisait lui-même ses livres en anglais. Et il était fier parce que, paraît-il, il était témoin à mon Brit Mila, c'est-à-dire à ma circoncision. 1936, il était à Varsovie encore. Mais je ne me souviens pas des morts, parce que à travers des décennies que j'ai vécues, j'ai vu tant de morts, que ce soit au Rwanda, au Cambodge ou ailleurs, les morts se rassemblent. Ce qui m'a frappé, et c'est ça pour moi la guerre, c'est la mort d'un cheval. J'étais sur le balcon et j'ai vu un cheval qui traînait un chariot avec je ne sais pas quoi. Il y a un juif qui le frappait pour qu'il avance, il ne voulait pas avancer. Puis il y a une balle perdue qui l'abat, le cheval tombe. Et là, j'ai vu mes voisins, mes gentils voisins, qui me donnaient des bonbons, qui me disaient « Gentil Marco », s'est précipité sur ce cheval avec les couteaux de cuisine pour les découper parce qu'ils avaient faim. Et le cheval vivait encore. On voyait ses flancs s'élever. Et c'est là, à l'âge de 4 ans, j'ai compris la condition humaine. Il arrive un moment où l'homme doit survivre et il perd la notion de l'humanité. Et pour moi, les camps de concentration, je les ai découverts après notre retour, puisqu'il y a 2 catholiques, 2 camarades de mon père, imprimeurs. Mon père était dirigeant des syndicats des imprimeurs. Il y avait les syndicats juifs, les syndicats non juifs.
Donc ceux de non-juifs qui restaient tout le temps en contact avec les juifs, puisque les juifs représentaient à Varsovie presque 50% de la population, et en Pologne 11%. 11%. Pour comprendre, pour que vous compreniez ce que ça veut dire, en Amérique, les Noirs représentent 11% de la population américaine. Et imaginez l'Amérique sans les Noirs. Ça n'est plus l'Amérique. Donc ces deux camarades de mon père ont frappé la nuit à la porte, nous ont réveillés et ils nous ont dit, ça je me souviens, c'est le moment de partir, dans 3 jours, on va fermer les ghettos, vous ne pourrez plus sortir. Et mon père s'était mis à discuter en disant, bon, on va aller, où est-ce qu'on va aller, puis la France, l'Angleterre viendra nous sauver. Et pendant que lui, il discutait, ma mère avait préparé le baluchon, m'a pris par la main, elle m'a dit, on s'en va. Et là, à l'âge de 4 ans, j'ai compris que quand il s'agit d'un vrai choix entre vie et la mort, la femme est 1000 fois plus rapide que l'homme. Et tout au long de ma vie, je me suis rendu compte, même avec les dirigeants, Golda Meir, 1000 fois plus rapide que tous les dirigeants israéliens qui l'ont précédé, qui l'ont suivi. Ou en Allemagne, Merkel. Je vous raconterai quelques anecdotes à ce sujet. Comme quoi, on apprend tout dès le début. Moi, je n'étais jamais à l'école. 6 mois en Ouzbékistan. Donc, je n'étais jamais à l'université. Aujourd'hui, je dirige plusieurs universités. Comme quoi, on peut arriver sans avoir été à l'école, sauf que c'est plus difficile. Ce qu'on apprend à l'école, on ne peut pas apprendre tout seul. C'est la méthode. Moi, j'ai vu un jour, avec mes amis Finkielkraut et Lévy, on devait écrire un article sur le même sujet. Et ils ont fait ça en 2 heures, moi en 2 jours. Parce qu'ils avaient la méthode. Ils ont appris 1, 2, 3, il y a les points, on développe, thèse, antithèse, synthèse, ça va vite. Bon. Moi, il fallait que j'écrive, je réécrive. Les miens, je pense, étaient meilleurs. Mais bon, ça n'est pas sûr. La Pologne, à l'époque, était déjà coupée en 2. D'après les pactes Hitler-Staline, ils sont partagés la Pologne. Donc, c'était le seul moyen de sortir, c'est de passer par l'Union soviétique. En route, ma mère m'avait dit, m'a prévenu, si une patrouille allemande nous arrête, il te demande « Jude » et tu dis « non ». Qu'est-ce que tu dis? Non. Qu'est-ce que tu dis? Non. Et bien sûr, à la tombée du jour, une patrouille nous arrête, une torche m'aveugle, il y a l'Allemand qui demande « Jude », on demande à l'enfant, puisque c'est lui qui dit la vérité. Alors je dis la vérité, oui. Et là, les 2 amis de mon père, des catholiques, éclatent de rire. Les Allemands aussi, et paraît-il, ça c'est ma mère qui m'a raconté, qu'un des Allemands a dit « Laissez-les passer, un juif ne reconnaît jamais sa judaïté ». Encore une leçon, le meilleur mensonge, c'est la vérité. Et je n'ai jamais caché ma judaïté, d'ailleurs quand je vous parle, vous entendez l'accent. Ce n'est pas un accent marseillais. Et pourtant, mes livres sont lus à travers le monde comme les livres d'un écrivain français qui rêve en français. Et puis on est arrivé à la frontière avec l'Union soviétique. Là, je me rappelle bien, il y avait des soldats soviétiques qui portaient alors des capuches avec des petites pointes ici et une étoile rouge. Et les premiers 2 mots en russe que j'ai appris, c'était « Davai nazad ». Retournez d'où vous venez. Ma mère était enceinte, elle s'est mise à pleurer, tout le monde en train de parler. Les Russes, Davai nazad, retournez d'où vous venez. Et mon père, là, il a eu une idée géniale. Il a sorti sa carte de syndicaliste, de chef des syndicats des imprimeurs, et il a dit « Camarades, nous sommes camarades.
Le type, surpris, a pris sa carte, il est allé téléphoner, il nous a laissé passer. Comme quoi, la théorie des races et la théorie des classes, contrairement à ce qu'ils disent beaucoup, ce n'est pas la même chose. Même si les deux ont abouti à des millions de morts. L'intention n'était pas la même. Puis Staline nous a aussitôt déportés au Kazakhstan. À Almaty, il y avait 1 million de réfugiés, 1 million de réfugiés. Mes parents sont tombés malades, ma petite sœur était née, et je me promenais squelettique dans les souks. C'était les premiers pays musulmans que je venais de découvrir. Il y avait des appels de muezzin. Et il y a un vieil Kazakh qui m'appelle, il dit « Malchik, Malchik, garçon, garçon, viens ici ». Et il m'a tendu une galette, l'épiochka. Il dit « Mange, sinon tu vas mourir de faim ». 75 ans plus tard, je raconte ça au dîner chez moi avec François Hollande. Et je lui raconte ça, j'ai dit « Tu sais », il dit « Mais c'est émouvant ce que tu dis ». Je dis « C'est pas émouvant. Déjà, Primo Levi raconte ça dans « Si c'était un homme ». Je ne sais pas si vous avez lu, c'est un livre très fort, Auschwitz. Il raconte qu'il partageait son matelas avec un maçon italien. Et ce maçon italien lui a sauvé la vie, dit-il, non pas parce qu'il partageait avec lui ce peu de soupe qu'il recevait, mais parce qu'il partageait. Ça veut dire que les gestes de solidarité a maintenu Primo Levi en vie parce qu'il lui rappelait que l'humanité existait quand même. Et ces gestes de ces vieux Kazakhs m'a rappelé que les partages, ça existe, la solidarité. Alors Hollande me dit, bon, tu veux faire quelque chose pour eux? Oui, je voudrais, pour les remercier, leur apporter la connaissance, installer une Sorbonne à Kazakhstan. Et je lui dis, et toi, tu vas m'accompagner? Il dit, mais non, c'est loin, et puis sur le plan économique, c'est pas intéressant. Il dit, si, d'abord c'est intéressant, c'est un pays qui est riche, il est à la frontière afghane, celui qui contient les talibans, sinon les talibans se retrouveront à la mer Caspienne, ils seront chez nous. Et puis, de toute manière, tu t'es dit, mon ami, j'ai besoin d'un président qui m'accompagnera quand je leur rendrai cette galette qu'ils m'ont donnée il y a 75 ans. Et il est venu avec moi. Et c'est là où est arrivé, ça vous, certainement vous vous souvenez, Nazarbayev, le président kazakh, pour l'accueillir, lui donne un cadeau traditionnel, un manteau brodé, une tchapka, et comme Hollande est un type gentil, il met sa tchapka sur la tête, trop grande, lui tombe sur les lunettes, et cette photo fait le tour de tous les réseaux sociaux du monde, et il devient la risée du monde entier. Il y a cette photo extraordinaire, on le voit avec cette tchapka enfoncée sur les lunettes. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je le croise, il me dit « Tu vois ce que tu m'as fait faire? À cause de toi, on a ri partout. » Mais je l'ai fait. Du Kazakhstan, on nous a déportés en Ouzbékistan, où ma petite sœur est morte de faim. Et là, c'est une autre leçon, parce que je peux dire que j'ai participé au sauvetage de beaucoup de gens. Même Gilad Shalit, le jeune soldat, vous vous souvenez peut-être, qui était pris en otage par les Hamas. Je suis allé voir le chef de Hamas, Khaled Meshal, à Damas pour lui demander de les libérer, et il l'a libéré. Sakharov, Solzhenitsyn, Sharansky, les Juifs de l'Union soviétique, dont a parlé Elie Wiesel si bien dans son petit livre « Les Juifs des silences ». Mais on ne fait pas des biens sans risquer de faire du mal aussi.
Il faut se rendre compte. C'est pour ça que chez les Juifs, il n'y a pas de saints. Il n'y a que des justes. Et Maïmonide le dit très simplement, c'est quoi un juste? Chacun de nous a des pulsions positives et négatives. Chez celui où les pulsions positives sont plus importantes que les négatives, c'est injuste. Nous sommes extrêmement prudents dans nos exigences. Et Maïmonide avait raison. Mes parents sont tombés malades, ils avaient attrapé typhus, l'épidémie de typhus, il n'y avait pas des antibiotiques, il fallait trouver du riz pour les sauver. La seule chose que j'ai pu faire, c'est le voler, parce que les riz, ça coûtait de l'argent. Ma petite sœur avait 3 ans, et mes voisins m'ont dit que ça aurait été mieux de la mettre dans un home d'enfants, puisque moi j'avais 8 ans, c'était difficile de m'occuper, de trouver du riz et en même temps m'occuper de ma petite sœur qui pleurait tout le temps, Bérénice. Et j'ai suivi les conseils de mon voisin, je l'ai mis dans un home d'enfants. Quand mes parents sont sortis, ils ont dit « Où est Bérénice ?» J'ai dit « Dans un home d'enfants ». On est allé la chercher, on nous a dit qu'elle était morte de faim. Mais on n'a jamais vu son corps. C'est important de voir un mort. Parce que jusqu'à sa mort à elle, ma mère croyait que sa fille, elle est restée vivante et qu'un jour, quelqu'un frappera à la porte et dira « Je suis ta fille Bérénice ». Elle n'a jamais frappé à la porte. Il m'est arrivé par deux fois encore, je raconte dans mon livre, où, parce que là, j'aurais pu ne pas la mettre dans un home d'enfants. Personne ne sait si elle aurait survécu. Un jour, c'était le 1er avril. Je me rappelle, parce que je pensais que c'était une blague. Il y a à l'époque, l'ambassadeur d'Israël en France s'appelait Sofer. On va dire Sofer. Il me téléphone et il me dit il y a ici 2 hommes qui voudraient te voir d'urgence. Bon, qu'ils viennent. Il y a 2 types arrivent, plutôt sympathiques. Je leur offre du café, ils disent nous sommes des Mossad. Comme c'était le 1er avril, je me suis dit ça doit être une blague, parce que bon, qu'est-ce que 2 types de Mossad viennent chez moi pour me dire nous sommes des Mossad. Il dit alors, qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous connaissez très bien Isram Sartawi, c'était le bras droit d'Arafat, c'était le premier qui a accepté d'aller en Israël clandestinement et qui a commencé les négociations avec Israël. Il doit se rendre à l'invitation du président portugais Suarez au Congrès socialiste à Lisbonne et il risque d'être tué là-bas parce que le groupe d'Abou Nidal a décidé de le tuer. Vous êtes les seuls à pouvoir les contacter et être crédibles, parce que si nous, on les contacte, il ne va pas croire. Et je me suis retrouvé dans la peau, vous avez peut-être lu ce livre magnifique d'André Malraux, La condition humaine. Ça commence par un vieux aristocrate français, baron Lapique, à Shanghai. Il joue à la roulette et il a une information importante. Il sait que les nationalistes allaient arrêter tout un groupe de ses copains communistes et les brûler dans les chaudrons de locomotives. À l'époque, les locomotives marchaient encore au charbon. Donc, il fallait qu'il les prévienne. Mais il était en train de perdre à la roulette. Il s'est dit, bon, j'ai encore 5 heures devant moi, je vais regagner mon argent et après je vais m'occuper de mes amis. Il continue à perdre, puis il regagne. Il regarde la montre tourne, il a encore 2 heures. Et puis il lui reste 1 heure, il lui reste 5 minutes. Et il ne les prévient pas, et ils sont brûlés
dans le chaudron de locomotive. Je me suis retrouvé un petit peu dans la même situation avec cet homme Sartawi. Sa fille vit en Israël aujourd'hui, Nadia Sartawi. J'ai essayé quand même. J'ai téléphoné tous azimuts, je ne trouvais pas les gens. J'ai essayé d'attraper le président portugais Suarez, il n'était pas là. J'ai laissé un message à sa secrétaire, m'a promis qu'elle va le prévenir, etc. Et à la fin du compte, je me suis dit, c'est quand même le 1er avril, c'est peut-être quand même une blague, c'est pas sérieux. Et Sartawi a été tué en sortant de son hôtel par le groupe d'Abu Nidal. Vous voyez, les choses ne sont pas simples. On ne peut pas dire qu'on a passé sa vie à faire que du bien. On ne peut pas dire ça. Alors, en Ouzbékistan, après la guerre terminée, on m'a choisi, parce que j'étais peut-être plus policé que mes camarades, les voleurs, les hooligans, pour remettre un bouquet de fleurs à Staline pour le premier anniversaire de la victoire sur le nazisme. On envoyait des délégations d'enfants de toutes les républiques, et moi j'étais entouré de 2 petites ouzbeks très jolies, avec beaucoup de nattes. J'aimais une qui ne m'aimait pas, déjà, j'avais 10 ans, et l'autre qui m'aimait, je ne l'aimais pas, donc il y avait déjà un conflit. Et on a mis 2 semaines en train pour arriver à Moscou. Vous trouverez dans mon livre d'ailleurs la photo. Il y avait un cinéaste russe qui a fait un film sur moi. Il a retrouvé la photo de 1946. On me voit donnant les fleurs à Staline. Il faut comprendre, à l'époque, on ne savait pas, on ne connaissait pas l'histoire du goulag. On ne connaissait pas les persécutions, ni contre les Juifs, ni contre personne. Staline, c'était l'homme qui a gagné la guerre contre les nazis. C'était Stalingrad. C'est lui qui a pris Berlin. Sur la porte de Brandenbourg, on voit toujours, c'était un soldat juif, s'appelait Lévin, qui plantait le drapeau rouge, qui était la fin du nazisme. C'était le symbole de la fin du nazisme. Et on voyait Staline, ses portraits dans toutes les gares, sur toutes les places publiques, dans toutes les écoles, partout, il était omniprésent. C'était le papa Staline. Donc j'étais ému, c'était normal. Mais quand on m'a poussé sur le mausolée, quand vous allez à Moscou, vous avez cette place rouge qui était pleine du monde, il y a l'église magnifique, et il y a le mausolée de Lénine, et sur le mausolée, c'est là où se trouvaient toujours les dirigeants qui parlaient au peuple, qui s'adressaient au peuple. Et j'ai vu Staline, et il m'a déçu. C'était le premier personnage historique, personnage avec du pouvoir, et qui a désacralisé à jamais tous les autres personnages du pouvoir que j'ai pu rencontrer. D'abord, il était beaucoup plus petit que sur ce tableau. Je même regardé pour voir si je n'étais pas un peu plus haut, sur une marche plus haute que lui. Non, il était petit. Et sur ce tableau, il avait une peau rose, bien tirée. Aujourd'hui, on aurait dit qu'on lui a remis un peu de botox. Là, il avait plein de petits trous, certainement d'une maladie quand il était enfant. Et il sentait le tabac, terriblement. Et le tabac froid, c'est très désagréable. L'odeur des tabacs froids, très désagréable. Donc, au lieu de m'approcher de lui avec mes fleurs, j'ai fait 2 pas en arrière. Et c'est lui, et on voit sur la photo, qui fait les 2 pas vers moi. Et pour moi, c'était très important. Du coup, j'ai compris, j'avais 10 ans, que derrière la fonction
il y a un homme, avec ses défauts, avec ses qualités, certainement, après, bon, j'ai appris qu'il y avait une fille qui s'appelait Svietlana, etc. Il y avait une femme, j'ai écrit d'ailleurs, je l'ai décrit, comme je vous le raconte dans mon livre, l'inconnu de Birobidjan, puisque c'est lui qui a décidé un jour de donner aux Juifs un territoire en Russie qui existe jusqu'à aujourd'hui, à la frontière avec la Chine, sur le fleuve Amour, Birobidjan, où jusqu'à aujourd'hui on apprend dans les écoles le yiddish, le seul endroit au monde. Toutes les rues sont marquées en russe et en yiddish. C'est extraordinaire. Et vous sortez de la gare, il y a un monument à la mémoire de Sholem Aleichem, c'est les grands écrivains, humoristes yiddish. Bon, je passe, on est rentré en Pologne, et puis mon père a mis des annonces dans la presse juive du monde entier pour dire s'il y a encore un alter vivant qui se manifeste. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé quelques survivants. Un frère de mon père à Paris, il a passé la guerre dans la résistance lyonnaise, un groupe carmagnole constitué que des immigrés, que des étrangers, un seul Français de souche, Charles Hernu, qui était devenu ministre de la Défense de Mitterrand, et c'est lui qui m'a présenté après Mitterrand. Comme vous voyez comment les choses vont. Et je me suis rendu compte qu'au fond, chacun de nous peut rencontrer les gens qui nous gouvernent. Premièrement, ça dépend qu'est-ce qu'on veut obtenir de ces gens. En général, quand on écrit une lettre à un ministre, c'est pour demander quelque chose pour soi ou pour son enfant. Ah, mon fils a besoin de rentrer dans une grande école, vous êtes ministre d'éducation, vous pouvez m'aider. Moi, je n'ai jamais rien demandé pour moi. J'allais voir des gens pour des causes. Je me battais pour des causes, je voulais que les gens qui dirigent mon pays s'engagent pour ces causes. Et je me suis rendu compte que, regardez aujourd'hui, Macron passe, vous êtes sur son chemin. Qu'est-ce que vous pensez faire? La première chose, c'est faire un selfie. Vous sortez votre truc, vous faites une photo et vous envoyez à vos copains, vos enfants, etc. Ah, j'ai vu le président de la République. Mais si vous savez que vous risquez de le rencontrer, vous vous intéressez à lui, qui est-il derrière la fonction? C'est un type jeune, 39, 40 ans. Il a grandi dans quelle famille? Qu'est-ce qu'il voulait faire de sa vie? Comment il a connu cette Brigitte qui est 2 fois plus âgée que lui? Bon, peu importe. Peu importe. Ouais. Et ça veut dire savoir comment lui parler. Je vous donne un exemple. Et je me suis battu pour la libération d'Andrei Sakharov. Vous avez tous entendu parler, prix Nobel de la paix, le mathématicien connu que Brejnev a envoyé à Gorky. Un jour, un violoncelliste, ou un autre violoncelliste, qui s'appelait, Rostropovitch, me téléphone, il me dit « Tragédia, tragédia », les Russes sont toujours au bord d'extase. J'aime bien ça chez eux, c'est très, toujours, ils font dans les théâtres. Tragédia, je dis « Calme-toi, qu'est-ce qui se passe ?» Andrei Dmitrievitch a été envoyé à Gorky, il faut faire quelque chose. Donc on a lancé ensemble une campagne mondiale pour la libération de Sakharov. Il a fait venir à Paris les plus grands musiciens du monde. C'est la dernière fois qu'Arthur Rubinstein a joué, parce qu'il a joué du Chopin, il est descendu, il s'assit, il s'est endormi. Il était vieux. Il y avait Yehuda Menuhin, Stern, Perelman, tout le monde était là. 52 chaînes de télévision qui ont retransmis les concerts pour Sakharov. Et quand Sakharov
a été libéré les premiers jours de la perestroïka. Et ça, j'aime bien ce moment où vous aidez quelqu'un et c'est quelqu'un apparaît d'une manière surprise et vous dit merci. Téléphone sonne, ma femme me dit prends le téléphone, je suis dans la cuisine, je prends le téléphone et il y a une voix qui me dit Marek Alta, j'ai compris que c'était en russe, j'ai dit da, il dit ici Andrei Dmitri Sakharov, je vous téléphone pour vous remercier. Et il m'a invité à Moscou. Et je suis donc revenu tant d'années après à Moscou. Et comme quoi, comme ce qu'on apprend dans les livres, ce qu'on apprend quand on est enfant, ce qu'on essaie de comprendre de ce qu'on a compris, c'est ça les Talmuds. Ce n'est pas seulement dire ce que l'autre a dit, mais comprendre ce qu'il a dit. Et comprendre celui qui a compris. Et comprendre celui qui a compris, celui qu'il pense qu'il avait compris. Et du coup, on regarde le monde différemment. J'arrive, je prends un taxi et il y a une manifestation. Donc j'arrive, Richkalov, chez Andrei Sakharov, il était marié à une juive, Elena Bonner. Il me reçoit et je lui dis, bon, maintenant, ça y est, vous avez la liberté. Hein? Comme quoi, l'histoire d'il y a 3500 ans avec Moïse, il dit, non, Marek. La liberté, c'est comme un apelsine, c'est comme une orange. Celui qui n'a jamais vu d'orange ne demandera pas d'orange. D'abord, il faut expliquer aux jeunes que l'orange existe, que c'est un fruit, quelles sont ses qualités. Et peut-être alors ils descendront dans la rue pour demander l'orange. Parlons pas de la liberté. Les Russes ne savent pas ce que c'est. Et j'ai aussitôt pensé, bien sûr, à la Bible, Moïse, les Juifs libérés d'esclavage. Ça ne va pas de soi. Ils manifestaient, c'est parce que c'était fini, les KGB n'étaient plus là, mais ils ne voulaient pas la liberté. Quand Solzhenitsyn est venu chez moi à Paris, j'ai fait venir tous mes amis intellectuels, il y avait encore Derrida, Foucault, etc. Ils étaient tous déçus, parce qu'ils ne demandaient pas la démocratie. Ils pensaient à une grande Russie. Ils ne parlaient même pas de la liberté. C'est-à-dire qu'ils voulaient reconstituer la Russie qui croyait dans l'Église russe et la grandeur de l'Église russe. C'est tout ce qu'ils voulaient. Donc il a déçu tous mes copains. Alors j'ai dit à Sakharov, j'ai dit, bon, puisque vous dites que les Russes ne vont pas demander la liberté, alors c'est à vous de leur expliquer. Je dis non, moi non plus, je ne connais pas l'orange. Je suis né dans un autre système que vous. Vous savez quoi, dit-il? Ouvrez une université française à Moscou. J'ai dit oui, mais moi je n'étais jamais à l'école. Je n'étais jamais à l'université. Il dit oui, mais vous savez ce que c'est qu'une orange. Il a appelé Gorbatchev, à l'époque, c'était les premiers jours de la perestroïka, Sakharov téléphonait, on le prenait. Je suis allé voir Gorbatchev et je lui ai vendu l'idée de la première université occidentale en Russie, qui existe toujours, qu'on a inaugurée avec Mitterrand. La deuxième université était voulue par Chirac. J'aime bien Chirac. C'est un type simple. Il a quand même eu le courage que les autres présidents n'avaient pas eu. C'est son discours de Veldiv. De venir et reconnaître devant le monde entier que son pays a participé à la déportation des Juifs français, il fallait avoir le courage. Il l'a fait. Ce que j'aimais aussi en lui, c'est son amour pour la culture russe. Il adorait la Russie. Et il m'a raconté une histoire très drôle, c'est que quand il était gosse,
il a embêté sa mère pendant 2 mois pour qu'elle lui trouve un prof de russe, parce qu'il voulait traduire Yevgeny Onegin de Pouchkine de russe en français. Sa mère a cherché, enfin, elle lui a trouvé un prof. Au bout d'1 mois, ils se sont rendus compte que ce n'était pas un russe, mais c'était un serbe, et qui lui enseignait les serbes. C'était un type qui cherchait du boulot. Ah, vous voulez un russe? Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, Chirac connaît quelques mots de serbe. Un jour, il me téléphone, et Chirac n'appelait pas jamais les gens par leur prénom. Il les appelait de manière militaire. « Allô, Alter, que faites-vous? J'ai chez moi le maire de Saint-Pétersbourg, Sobchak, et il voudrait vous voir. » Il était maire de Paris à l'époque, Chirac. Donc, j'habite pas loin, donc je suis allé, et cet homme, Sobchak, le premier maire, disons, post-communiste, me dit « Je voudrais aussi une université française à Saint-Pétersbourg. » 1 an après, on ouvrait l'université française Saint-Pétersbourg. Et j'ai amené l'historien français François Furet pour donner une conférence inaugurale, et Isabelle Guigou qui représentait le gouvernement français. Au dîner, que Sobchak organisait, entre Guigou et moi, il y avait un jeune homme, plutôt timide, blond. Et à un moment donné, Guigou me dit « Écoute, Marek, demande à notre voisin qui il est, il me reluque tout le temps, je lui parle, il ne comprend rien. Il ne comprend ni l'anglais ni le français. » Donc je lui demande « Qui êtes-vous » Il dit « Je suis le maire adjoint de Saint-Pétersbourg, je m'occupe des affaires internationales. » Il dit « Mais vous ne parlez pas anglais ?» « Oui, mais je parle l'allemand. » « Où est-ce que vous avez pris l'allemand ?» Il dit « Pendant 6 ans, j'habitais l'Allemagne. » « Qu'est-ce que vous faisiez en Allemagne ?»« J'étais, dit-il, comme vous appelez, vous, en Occident, James Bond. » « Ah, dit-il, vous m'intéressez. Vous étiez dans le KGB. »« Oui, mais je n'étais pas au goulag. » dit-il. Ah, je dis « Bon, très bien. Quel est votre nom ?» Il dit « Vladimir Poutine. » Et c'est comme ça qu'on s'est mis à parler. Et je commençais à lui demander qu'est-ce qu'il faisait. Est-ce qu'il avait des enfants? Il avait une femme. Je m'intéressais à lui. Et à un moment donné, il me sert de la vodka et je lui dis « Scheinem Dank » en yiddish. Il a compris parce qu'il comprenait l'allemand. Il dit « Mais c'est presque l'allemand que vous parlez là. » J'ai dit « Oui, c'est l'yiddish. Vous savez ce que c'est ?» Il me dit « Oui. » Comment est-ce que vous savez? Parce que quand j'étais gosse, on habitait un appartement collectif avec une famille juive, et Semyon Abramovitch, et il parlait le yiddish avec sa femme et ses enfants. Et alors un jour, dit-il, je l'ai vu sortir un grand livre et le lire en se balançant. Donc Poutine, petit Poutine, lui demande « Qu'est-ce que vous lisez, Semyon Abramovitch ?» Il dit « Le Talmud. » Et Poutine lui demande « C'est quoi le Talmud ?» L'autre lui a expliqué. Et Poutine me dit « Vous ne serez pas fâché, Marek Alter. » Pourquoi? Parce que cela ne m'a pas intéressé. Et j'ai trouvé ça bien. Sans préjugés, il n'est pas obligé de s'intéresser au Talmud. Mais pour lui, c'était quelque chose de normal, à la limite. Ça veut dire qu'un juif qui lit le Talmud, ce n'est pas quelque chose de... ce n'est pas un diable, ce n'est pas quelqu'un qui était envoyé par que je ne sais quelle 5e colonne. Et si j'arrive aujourd'hui à lui parler comme je lui parle, c'est parce que je me suis intéressé à lui. Et nous ne le faisons jamais. On ne s'intéresse pas à nos voisins. Même Chirac, c'est gentil Chirac, un jour, vous vous souvenez certainement, il visite une banlieue et en sortant, il dit aux gens « Je comprends que parfois l'odeur d'une cuisine qui n'est pas la vôtre peut vous indisposer. » En quoi les couscous peuvent nous indisposer?
Ça veut dire qu'il faut seulement s'intéresser. Ah, vous mangez quelque chose que je ne connais pas. Je peux goûter. Hein? Comme moi, j'aime bien la carpe farcie. Aujourd'hui, personne ne mange plus la carpe farcie. Alors, j'ai fait exprès, j'ai préparé la carpe farcie pour Pâques, bientôt c'est Pâques, voilà. Et j'ai invité mes copains, ils ne m'en ont pas aimé. Bon, ils ont le droit de ne pas aimer. Mais au moins, hein, j'ai partagé ce que j'avais à partager. Aujourd'hui, la France, hein, ce n'est pas seulement la tête de veau de Chirac. Hein? Si on a faim, si on veut avoir quelque chose à manger vite, on téléphone et on nous fait livrer une pizza, un sushimi. Hein? Et tout ça, c'est fait par des Français. Ça, nous n'avons pas encore appris. Dire ce que nous sommes, mais de manière simple, pas compliquée. On n'est pas obligé de connaître nos prières. On n'est pas obligé de connaître toute notre histoire. Elle est longue. Elle est longue. On n'est pas... Je suis maintenant... C'est un vrai problème parce que je n'ai pas une réponse absolue et claire à cette question. Comment faire connaître les Juifs à ces 70 millions de Français pour qui les Juifs, pour la plupart, on les accepte, ils sont là. Mais ils ne s'intéressent pas à eux. Ils ne s'intéressent pas. Est-ce qu'on sait, par exemple, que ceux à la Sorbonne qui font la linguistique, qui apprennent, par exemple, les Français du Moyen-Âge, pour connaître les Français du Moyen-Âge, sont obligés d'apprendre, d'acheter d'abord les dictionnaires des Français des Rachis. Les commentateurs, fameux commentateurs des Trois, qui était un très bon vigneron, paraît-il. Il préparait, je ne sais pas, c'était du vin ou du champagne, puisqu'il était en Champagne. Mais parce qu'il a introduit dans ses commentaires des mots de français de l'époque, qui sont perdus complètement. Et on retrouve ces Français grâce à un rabbin juif. Est-ce qu'on sait, par exemple, qu'il y avait un roi juif à Narbonne? Je ne sais pas. Nathronaï. On l'a fait venir de Babylone parce qu'il était descendant du roi David. Parce que Narbonne, c'était un port qui était occupé par les Sarrasins, mahométains, on disait à l'époque. Et c'était l'époque de Pépin le Bref, qui était le grand-père de Charlemagne. Voilà. Et il voulait prendre ce port, donc il a envoyé un homme de confiance pour parler au rabbin de la communauté juive de Narbonne. Il dit que si les Juifs l'aidaient à conquérir le port, il leur donnerait une autonomie. Et les Juifs l'ont aidé, et ils ont eu un roi. Le roi juif de Narbonne. Et quand Charlemagne a compris que pour faire la paix entre la chrétienté, entre les chrétiens, puisqu'il y avait Rome et Byzance, il fallait passer par la troisième religion monothéiste, qui était l'islam. Il a envoyé une ambassade auprès de Haroun el-Rachid, le grand calife de Bagdad, et qui était à la tête de cette ambassade? Isaac d'Arles, un marchand juif d'Arles, son ami, et c'est le seul qui revient avec le pacte signé, un cadeau pour Charlemagne, un éléphant blanc, le premier éléphant qu'on n'a jamais vu en Europe. Et ça, si vous allez à Aix-la-Chapelle, dans le musée d'Aix-la-Chapelle, il y a encore le squelette de cet éléphant blanc qu'Isaac d'Arles a ramené à Charlemagne. On fait partie de ces pays.
Quand les Juifs étaient les sujets des rois, les Normands ou les Bretons n'étaient pas encore français. Donc on n'a pas besoin de se justifier. On est là. On est français et on est juif. Et il y a un cri qui résume tout ce que je vous dis, tout ce que j'aimerais vous dire, mais sinon on sera là encore demain matin. C'est le cri d'un historien français, Marc Bloch, qui a révolutionné l'enseignement de l'histoire. Il a créé l'école des annales. Il était résistant, il était arrêté par la Gestapo et devant un peloton d'exécution, il a poussé un cri. Vive la France, vive les prophètes d'Israël, et il est mort. Merci.